Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans l'épisode 16 de Sensoscopie, où nous abordons l'univers sensoriel de Laetitia Larue. À travers son parcours, elle nous invite à comprendre l'impact des souvenirs sensoriels de l'enfance sur notre bien-être d'aujourd'hui. Depuis le bercement du mouvement d'un vélo à la douceur du poil de lapin, en passant par les mots du corps, MAUX, et les mots pour le dire, MOTS, c'est tout un dialogue intérieur qui s'installe, du pourquoi et du comment, et c'est passionnant. Nous découvrons la dimension psycho-énergétique des organes avec le Qin Tsang, une approche taoïste du massage du ventre, et explorons le concept fondamental de l'enfant intérieur. Pourquoi en prendre soin, comment l'apaiser et lui redonner sa place pour retrouver la joie. Entre naturopathie, circulation énergétique et réconciliation intérieure, je vous invite à une exploration sensible avec mon invité que je laisse sans plus attendre se présenter. Eh bien moi je suis Laetitia Larue, je suis masseuse. Je pratique des massages à l'huile, donc massage relaxant, massage deep tissu. Et ma spécialité, c'est le massage du ventre, le massage Qin Tsang, qui est un massage taoïste qui s'intéresse particulièrement aux organes internes au niveau du ventre. Waouh, ça doit être quelque chose, le massage du ventre. Oui. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup ça. Parce que c'est un lieu clé, le ventre de l'humanité. Oui. C'est le cas de le dire. Donc, être spécialiste du ventre de l'humanité, j'avoue que ça c'est étonnant. Ouais, c'est tout un programme, comme tu dis. Avant qu'on développe un peu cette histoire de massage et ta spécialité de masseuse, oui. J'aimerais qu'on revienne à toi quand tu étais enfant. Oui. Et je t'ai demandé d'amener une photo de toi. T'es trop choupinou, mais t'as un regard d'ange. Quel âge t'as sur cette photo ? Je dirais que j'ai 4-5 ans. Je pense que je suis dans les premières années de maternelle. C'était à la maternelle, ça ? Oui. Ouais. Oui. Et donc sur cette photo, on voit un papier peint à fleurs, années 70, un petit chemisier Liberty, plein de fleurs. Les bons codes de l'époque. Voilà. Et en même temps, c'est drôle parce que plus tard, je serai fleuriste, donc ça fait référence aussi. Enfin, tu vois, c'est marrant, ça fait des ponts. Tu étais déjà dans les fleurs, en tous les cas. Voilà, j'étais déjà entourée des fleurs. Et je vois beaucoup de douceur dans cette photo. Tu sens, tu ressens... L'espièglerie. De l'espièglerie, ouais. Mais tu te souviens, toi, de ce que tu ressentais à l'époque ? Tu as des souvenirs d'odeur de la pièce, de la salle, de la classe ou des souvenirs sensoriels ? Oui, j'ai des souvenirs. Par exemple, mon père m'emmenait à l'école à vélo. À vélo. Et donc, j'étais sur un petit siège à l'arrière. Et à chaque coup de pédale, je sens mon corps... balancer comme ça avec l'énergie du coup de pédale. Ah ouais ? Oui. Et c'était où ? À Marines, dans le Val d'Oise. Et t'emmenais à l'école sur son petit vélo et toi dans le siège derrière. Exactement. Et t'as la sensation du mouvement sur le vélo. Oui, exactement, oui. Trop sympa. Ça faisait beaucoup de temps de vélo tous les matins ?
Non, c'était pas très long, mais c'était beaucoup de joie pour moi d'aller avec mon père à vélo. Oui, c'était très joyeux. Bonne sensation, ça. Oui. D'autres sensations de l'époque? Oui, en fait, ça m'arrivait aussi de prendre le bus. Et le bus faisait demi-tour dans une cour de ferme. Et j'étais souvent à la première place et donc j'observais par la fenêtre du bus les graviers qui défilaient par la porte du bus et c'était très hypnotisant pour moi en fait. Genre, J'adorais ce moment et j'ai encore cette image où je vois les graviers défiler par la porte du bus. c'est incroyable, c'est presque un mouvement zen. Tu sais, quand ils passent des petits Exactement. râteaux dans les jardins zen japonais pour faire des cercles un peu effectivement Oui, hypnotiques, d'apaisement. exactement. Donc, tu avais Oui. déjà l'art, à cet âge-là, Oui. de te zénifier, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Incroyable. Oui. D'autres choses? Oui, après, mon grand-père avait un lapin qui était assez gros. Et je me souviens très bien de la douceur de son pelage. Un lapin angora? Peut-être pas. Non, il n'était pas angora en fait. Non, non, il était Un lapin normal. voilà, un gros lapin, marron, je crois bien. Voilà. Et en fait, ce lapin, un jour, on l'a mangé. Et mon grand-père euh, a mis à sécher sa peau. Et donc, j'ai récupéré la peau de ce lapin. Et t'en Voilà. as fait quoi? Bah, je l'ai gardé longtemps sur mon lit et j'avais la douceur de cette peau de lapin. Incroyable. Ah ouais, donc tu étais déjà dans un sensoriel À fond. à fond. Donc Oui. on peut dire qu'en tout cas, le sensoriel de cette époque est quand même entre le dessin hypnotique des graviers du bus qui tourne dans la cour, les Ah oui. sensations du mouvement sur le vélo de ton papa ou la douceur des poils du lapin que tu gardes comme peau de lapin après l'avoir mangé. Donc c'est déjà, tu as le Ouais. cycle de la vie, Ouais. tu vois, déjà intégré Ouais. dans cette petite fille qu'on voit sur la photo. Ouais. Si tu la regardes profondément dans les yeux, c'est marrant parce qu'avec les spots, on lui voit on voit les spots dans ses yeux, les Oui. spots du photographe de l'école. Oui, oui. Si tu la regardes bien dans les yeux, Mhm. est-ce qu'elle est fière de ce que tu as fait de toi? Oui, oui. Oui, oui, moi je pense qu'elle est fière. Oui, oui, je vois de la fierté, ouais. Elle te dit quoi? Euh, Elle me dit que je suis forte, que je suis déterminée, qu'il y a encore plein de choses à réaliser et des belles choses qui vont arriver. Ouais, il y a tout ça dans ce regard. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite fille, pour arriver à la belle personne que tu es aujourd'hui? Comment elle a fait pour survivre à cette enfance merveilleuse? Bah, survivre, c'est le bon mot en fait. Elle a, elle s'est adaptée, beaucoup adaptée. Elle est adaptable. Oui, Ça a été sa façon de vivre, ça a été de s'adapter. Est-ce oui. que c'est pas le propre de tout humain de s'adapter? Oui, oui, c'est le propre de l'humain de s'adapter, mais pas au point de se perdre. Ah, le risque de trop s'adapter, c'est de se suradapter et de Ouais, se perdre. ouais, Comment on sait? qu'on s'est perdu. Ouais. Ça crée beaucoup de souffrance. Ah, par la souffrance. Ouais. La souffrance physique, la souffrance morale. Bah, je sais pas par où ça commence. Si c'est la souffrance morale ou la souffrance physique. Mais le physique parlait beaucoup, oui. Ouais. Comment tu t'en es aperçu? C'est quoi la première fois où tu t'en es aperçu qu'il y avait un décalage entre cette petite fille et sa capacité à ressentir? Bah, j'étais malade très souvent à Noël.
ce qui m'empêchait de vivre cette période de façon festive, quoi. Et tu sais ce qui te rendait malade à Noël? Tu étais allergique au sapin de Noël et au Père Noël? Bah, c'était très souvent crise de foie. Tu mangeais trop Donc, de chocolat. peut-être. Crise de foie de Noël. Crise de foie de Noël, mais ouais, quasiment chaque année, je me souviens que j'étais malade à Noël, quoi. Une crise de foie FOI ou FOIE? Bah, peut-être les deux. Peut-être que ça me reconnecte justement à cette petite fille qui aurait peut-être aimé vivre plus de joie dans Et ces comment elle moments-là. perçoit, elle, cette petite fille? Tu sens qu'elle n'arrive pas à être joyeuse du coup? Parce qu'à la fois tu me décris des sensations agréable, que tu es Oui. capable de percevoir la sensation sur le vélo, ou tu vois, Oui. et en même temps, tu dis, ouais, mais il y a des moments comme à Noël où ce que je sens, c'est pas agréable. Oui. Et est-ce que tu arrives à savoir ce que tu ressens qui est pas agréable? Ah oui, beaucoup de colère, Tu sais ce qui t'es en colère, pourquoi? parce que j'ai la sensation qu'on m'aime pas. T'as la sensation qu'on t'aime pas. Ouais. J'ai la À quoi tu le sensation sais? qu'on me voit pas, j'ai la sensation qu'on m'écoute pas. Vous êtes nombreux? Oui, oui, on est 5 frères et sœurs. Et t'es là, Je suis l'aînée. T'es l'aînée. En fait, c'est assez récemment que j'ai recontacté cette petite fille pour la prendre en charge. Ah, comment ça s'est passé? Comment t'as su qu'il fallait s'en occuper? Comment c'est venu en fait? Ben, en fait, j'ai fait plusieurs thérapies. Et très souvent, on me renvoyait qu'il fallait que je prenne soin de mon enfant intérieur. Ok, Mais pour moi, c'était abstrait. abstrait, voilà. Je me souviens d'un thérapeute qui me dit bah, visualise cet enfant, prends-la dans tes bras. Et puis il y a une voix intérieure de moi qui me disait mais c'est complètement con, enfin, il n'est pas là cet enfant. Et moi qui te ramène à cette photo de petite fille, alors est-ce qu'elle est là, cette petite fille? Oui, aujourd'hui elle est Elle bien là. vivante. D'accord. Oui, oui. Donc, et qu'est-ce qui a fait que quelque chose qui était abstrait est devenu concret? Parce que ça peut faire gagner du temps quand on parle Oui. d'enfant intérieur et que ça soit pas abstrait et de se dire ça veut dire quoi prendre soin de ces sensations d'enfant. Oui. Comment tu l'expliquerais? Bah justement, pour moi, on se connecte à son enfant intérieur. Je donne la démarche si tu veux bien. Bien sûr. Moi, je ferme les yeux, je me connecte à ce qui se passe à l'intérieur et je l'appelle. Je demande à connecter à Laetitia, à la petite Laetitia en fait. Et là, je vois celle qui arrive. Et après, bah, je peux décrire. Je laisse venir la première image qui vient en fait. Ok, et là, tu as quelle image qui te vient par exemple? Et bien là, je vois une petite fille qui a 7-8 ans par exemple, qui a des vêtements assez colorés, qui a de la joie dans le cœur, une certaine innocence, mais c'est pas tellement le mot juste, parce que c'est pas une innocence Naïve. naïve, exactement. C'est ça. Elle a déjà une conscience. Oui, exactement. Hmm. Voilà. Tu veux dire que cette petite fille, tu sens que elle est innocente dans le sens où c'est pas de sa faute, Oui. dans le sens où elle est dépendante des gens qui la nourrissent Oui. et elle n'est pas autonome financièrement. Mhm. Donc, et il y a des choses qu'elle ne sait pas parce qu'elle est enfant, donc il faut qu'elle apprenne à devenir adulte. Exactement. Et en même temps, elle a une conscience comme un adulte. Exactement. Et à quoi tu le sais, ça? À quoi je sais qu'elle a une conscience comme un adulte? Parce que déjà, elle a des souvenirs. Très tôt, elle a des souvenirs
très tôt, elle se rend compte qu'il y a besoin de prendre en charge la famille pour se faire aimer ou soulager la souffrance de ses parents. Elle a une mission. Oui, oui, Elle en a conscience. oui, Et elle agit comme ça. exactement. Ok, donc en fait, elle est plus, elle a une maturité de prendre soin des gens qui seraient censés prendre soin d'elle. C'est ça? Exactement, oui. Et quand tu convoques donc cette petite fille, ça te permet quoi? Alors déjà, ben, ça me permet en fait, la première fois que je l'ai contactée, c'est comme si cette petite fille, elle était abandonnée. Il y avait beaucoup de tristesse, il y avait beaucoup de noirceur les premières fois que je l'ai contactée. Et en fait, j'ai visualisé de la prendre dans mes bras. De la consoler. Exactement. Avec l'adulte que tu es aujourd'hui. Exactement. Parce que finalement, l'adulte et la maturité que tu as aujourd'hui permet d'aller répondre à ses attentes. Oui. Et donc, elle avait besoin de consolation. Oui. Elle avait besoin de quoi d'autre? De tendresse. D'être rassurée. Et comment tu as fait pour la rassurer? Je lui parlais en fait comme... oui, ça peut paraître ridicule, mais en fait, je lui ai parlé, moi, adulte, à la petite fille que j'étais. Je lui ai dit, voilà, maintenant que je suis adulte, je vais prendre soin de toi. Je suis là pour t'aimer, je suis là pour te cajoler quand on a besoin. Maintenant, tu peux intégrer mon corps, tu peux t'installer dans mon cœur, tu peux t'installer dans toutes mes cellules et te laisser grandir sereinement. Et ça a fait donner quoi? Et ça a donné une réconciliation intérieure, comme si je récupérais toutes les parties de moi et un apaisement physique. Ouais, voilà ce que je peux noter. Ouais. Et là, quand tu la re-regardes, parce qu'elle est en photo devant toi, oui. elle vit où en toi? Est-ce qu'elle est un endroit où elle est posée ou est-ce qu'elle est partout? Elle est particulièrement dans mon cœur et je sais qu'elle vit partout. Ah, comment elle fait pour se manifester? Est-ce que tu repères les moments où elle te parle? Est-ce qu'il y a des moments particuliers où elle se manifeste? Oui, il y a des moments où je sens de la colère et je ne sais pas trop d'où ça vient. Et j'ai du mal à la verbaliser, j'ai du mal à l'exprimer. Je me sens agitée. Là, je sens que c'est quelque chose qui vient de la petite fille. Ouais. Et tu arrives du coup à lui poser la question, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi ton besoin? C'est pas toujours facile. J'ai encore besoin parfois d'avoir une personne extérieure pour aller décortiquer ce qui se passe dans ces moments-là. Mais oui, ça permet de consolider ce lien en fait. Ouais. Comme un dialogue intérieur qui permet une certaine autonomie affective et de sécurité affective finalement. Exactement. Hein, c'est peut-être ce qu'on appelle la sérénité en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire ne pas avoir de colère, ne pas avoir de tristesse, ne pas avoir d'émotions, mais que de moins les subir et d'arriver à faire que l'émotion est finalement un indicateur il y a besoin d'écouter une vulnérabilité et que c'est toi le chef en fait pour t'en occuper et que tu peux faire appel à une personne extérieure pour t'accompagner à aller entendre ça parce que ça peut
ça peut toucher quelque chose de tellement fragilisant Oui, et qu'on ne s'en sort pas tout seul, oui. qu'on est ensemble et qu'il faut recréer du lien quand il y a Mm. des... Mais effectivement, l'émotion est une boussole. Complètement, oui. Et donc cette petite fille, oui, oui, je suis très sensible à la nature, toujours à faire des bouquets pour sa maman, toujours à sentir les fleurs. Et encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de mettre mon nez dans une rose, à m'émerveiller d'un crocus qui sort de terre. Voilà. Ouais, oui. On a besoin d'être vraiment... d'aborder le monde par son abondance Oui, sensorielle. ouais, exactement, ouais. Donc j'ai été fleuriste et puis après 15 années de fleuriste, j'ai fait une reconversion parce que justement, je voulais apprendre les plantes qui soignent. Et plutôt que de prendre soin du végétal, j'avais envie de prendre soin des gens, de l'humain. Et donc je me suis formée à la naturopathie. Et en naturopathie, on s'intéresse beaucoup au ventre. Et dans la naturo, j'ai eu quelques heures de massage et je me suis rendu compte que par le massage, par le corps, il se passait pas mal de choses. Et donc, à la fin de cette formation, j'ai commencé à masser et ça fait maintenant 8 ans que je fais ça. Et tu as fait une formation particulière pour le massage du ventre, qui est ta spécialité? Oui, 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 ça fait 5 ans que je me suis spécialisée dans le massage du ventre. Et donc j'ai suivi une formation, je dirais que c'est une formation continue en fait. J'ai fait une formation d'1 an, là j'ai passé ma certification et depuis quasiment tous les ans je fais au moins une semaine de formation pour approfondir. Et quelle est la technique particulière du massage du ventre? Comment ça se passe? D'où ça vient? Est-ce qu'on connaît? Il y a une historique, tu disais que c'était un massage taoïste, donc c'est quoi Oui, oui, oui. c'est quoi l'origine, on va dire, s'il y en a une en tous les cas? Eh ben, ça vient de la médecine chinoise, hein, une médecine ancestrale. Ça s'appelle Qi Nei Tsang. Le Qi, c'est l'énergie, Nei, c'est interne, et Tsang, c'est les organes. Et donc, c'est vraiment un massage qui s'intéresse à la circulation de l'énergie dans les organes internes. Et moi, je dis souvent, nos organes sont pour la plupart dans notre ventre, dans le haut du corps, et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au ventre. Et pourquoi principalement le ventre? C'est l'histoire des intestins peut-être et de la... Alors, on dit que c'est le massage du ventre, mais pour moi, c'est très réducteur parce que pour moi, c'est un massage holistique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au plan physique, mais aussi au plan émotionnel, au plan énergétique, au plan spirituel. Comment on peut toucher en touchant le ventre, hein, ou en Oui. ayant un toucher particulier? Oui, On touche donc les intestins au niveau du ventre. oui, Il y a des significations particulières selon si c'est le côlon ascendant, descendant, ouais. transverse. Il y a une symbolique de chaque partie de l'intestin. Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler? Oui, alors dans le Tao, en fait, les organes fonctionnent par paire. On connaît bien le Tao par ce symbole en noir et blanc, là, de ces vagues qui s'entremêlent, voilà, yin-yang. C'est-à-dire que tout est complémentaire, c'est ça Oui, l'idée? avec un équilibre. Des opposés complémentaires. Exactement. Et donc dans le Tao, les organes fonctionnent par paire, on appelle ça une loge, avec un organe yin et un organe yang. C'est un organe plein et un organe creux. Donc, et chaque loge est reliée à une saison, à une couleur, à un élément de la terre. C'est physiologique, en fait. Quand on regarde le poumon, c'est comme une grosse éponge, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est plutôt plein. Le côlon, c'est un tuyau.
Ah oui, d'accord. Donc il est vide en fait. Ah ok, Voilà. il y a aussi une signature des organes finalement, ça vient de la Exactement. forme. Comme le foie, la vésicule biliaire, le foie qui est pareil, un organe qui est plutôt dense. La vésicule biliaire, c'est un sac. Ah, ah oui, donc en fait, il y a la forme des Oui, organes tout à qui fait. leur La donne leur fonction. physiologie. Ok. Mm. Ah, ok. Donc ça veut dire que dans notre corps, il y a des organes qui ont une fonction euh, et une symbolique de plein ou de vide, Oui. et donc avec une énergie qui est plutôt yin ou yang, c'est-à-dire Exactement. féminine ou masculine, si on reprend les symboles. Oui. Plutôt sombre et lumineuse, noir, Oui, blanc, comme on exactement. retrouve Chaud, dans froid. chaud-froid, Exactement. été, hiver. Exactement. Donc finalement, notre organisme fonctionne en dualité. Enfin en dualité, en opposé complémentaire. Exactement. Tous les niveaux, il y a cet équilibre entre ces deux forces. Hmm. Ok, c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'acupuncture où on va venir stimuler avec les aiguilles un certain méridien qui est Oui. relié à certains organes. Tout à fait. Ok. Oui. Ou dans les massages où on appuie, comme le La shiatsu, réflexologie. la réflexologie. Tout à fait. En fait, on vient réveiller une partie qui n'est pas assez équilibrée. Alors, dans l'acupuncture ou dans la réflexologie, on vient stimuler à distance un organe. Ben, très souvent, on a conscience d'un endroit de notre corps parce qu'il fait mal. Ok. Et pour nous, quand ça fait mal, c'est qu'il y a un trop-plein d'énergie. Et trop-plein d'énergie, souvent ça brûle et il y a de l'inflammation et c'est douloureux. Et donc, ben, l'idée c'est, moi en tant que masseuse, je vais amener la personne à prendre conscience de cet endroit. Regarde, là, ça fait mal. Mais parce qu'elle ne s'en rend pas compte toute seule. Eh ben, pas toujours. Parce que parfois, on vit avec nos douleurs sans les ressentir parce que notre cerveau, il fonctionne à l'économie en fait. Bah là, ça fait mal, ça fait longtemps que ça fait mal. Bon, bah, je vais peut-être mettre de côté cet endroit Je m'en pour. coupe. Voilà, exactement. Je m'anesthésie. Exactement. Tu veux dire qu'on a une faculté à se couper de notre corps quand il est douloureux pour pas ressentir. Oui. C'est-à-dire qu'en finalement, tu voudrais... Certaines douleurs, oui. Ouais, certaines douleurs, c'est-à-dire qu'en fait, on se coupe de son corps Oui. comme un automatisme. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. quand on souffre, on le sent pas forcément. Oui. Ouais, ce qui fait que finalement, c'est comme ça qu'il y a des gens qui du coup arrivent trop tard chez le médecin parce qu'ils n'ont pas écouté qu'il y avait un signal. Et du coup, on découvre que là, c'est trop tard, On une ne sent pas tumeur. forcément, mais on est fatigué, on est plus sensible au stress, on est peut-être Un peu dépressif. un peu dépressif, voilà. Et on avance quand même et on se Et on suradapte. avance. Exactement. Parce que le petit enfant, il n'a pas envoyé les warnings. Voilà. Non, je rigole, pour rebooter. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, la façon de masser profondément avec une conscience symbolique, finalement, de l'humain dans son fonctionnement biologique, au niveau polarité yin-yang, donc, hein, selon, on va dire, la philosophie taoïste, qui est beaucoup plus vaste que ça, effectivement, Oui. mais en même temps, voilà, c'est une approche. Dans tes massages, tu vas permettre, en tout cas à la personne, d'aller prendre soin Oui. d'une partie qui a été oubliée. Oui. Comme toi, quand tu avais oublié la petite fille et quand tu l'as récupérée et qu'elle t'a dit « Ah, elle n'était pas bien avant !» Donc c'est une histoire d'aller se rassembler. Oui, c'est Hein, ça. c'est le remember, C'est ça. remembrer. Mm. Hein, moi, j'aime bien cette idée que remember en anglais ça veut dire se souvenir. Oui. Et remembrer, Oui. bah, c'est se souvenir de toutes ces parties. Oui. Donc tu nous remembres. Oui, j'aime bien cette image, oui. Ok. Et donc dans le ventre, on dit aussi que c'est notre deuxième cerveau. Hein, ça a la même forme. Oui, ça, les gens l'ont bien intégré, ouais, que c'est le deuxième cerveau. Mais pourquoi on dit que c'est le deuxième cerveau? Parce qu'il y a plein de neurones, mais pas autant que dans le cerveau. Dans les intestins, il y a des millions de neurones. Dans le cerveau, il y en a des milliards. Yes. On dit que c'est notre deuxième cerveau parce que
nos émotions, elles naissent dans notre intestin, que physiologiquement, il y a 80% de la communication qui va de nos intestins vers le cerveau, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus, l'intestin communique beaucoup plus avec notre cerveau que le cerveau ne communique avec notre... Et ça, c'est parce que c'est des connexions nerveuses qui sont actives plus que d'autres endroits. C'est-à-dire que le cœur est moins connecté au cerveau. Je dirais pas qu'il est moins connecté, parce que... Mais pourquoi on masse pas le cœur, par exemple? Alors déjà, parce que c'est difficile de masser le cœur. En général, on masse le cœur quand on a une crise cardiaque. On peut le masser, mais d'une façon plus, je dirais quantique. C'est le mot du moment, mais oui, d'une façon plus quantique. C'est quoi un toucher de massage quantique, ouais. Je me mets physiquement au contact de l'organe. Le cœur, il est protégé par la cage thoracique, donc c'est pour ça que c'est difficile d'aller le masser. Mais je peux me connecter avec les paumes des mains vraiment sur cet organe. Ressentir la chaleur déjà de mes mains qui se diffuse dans cette cage thoracique, qui vient connecter ce cœur. Et puis, avec l'intention, je peux amener de la lumière, de la joie, de la dilatation. Voilà. Utiliser d'autres sens pour aller connecter. C'est une qualité de perception avec les mains, oui. En fait. C'est-à-dire que ta main devient une main sensible, consciente, qui par sa qualité de présence diffuse ou reçoit ou permet des échanges. Oui. Comme on prendrait les gens dans ses bras avec bienveillance ou faire une hug. Mais là, finalement, c'est la capacité à... C'est comme la main, finalement, c'est celle avec laquelle on connecte. On fait du lien, mais en disant bonjour. Au cœur de la main, là, au cœur de la paume, on a un point qui s'appelle le Laogong, qui est lié au cœur. La plupart des doigts de la main, le petit doigt, l'annulaire, le majeur, sont liés au cœur. Donc vraiment, dans la main, on a le cœur. Oui, ça veut dire qu'en fait, quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui touches le cœur. Ah oui. Quand tu serres la main. En connexion de cœur à cœur. On se met en connexion de cœur à cœur. Donc déjà, quand on serre la main à quelqu'un, il faudrait être en conscience qu'on a notre cœur qui se relie à son cœur. Exactement. Wow, déjà. C'est un peu comme quand on dit namasté, qu'on joint ses mains pour se saluer. En face du cœur. Namasté, ils se joignent. Ils se connectent d'abord à eux pour saluer l'autre. Nous, on se touche les mains. Ouais. C'est une tradition, une codification du bonjour qui est différente. Oui. Mais qui est toujours, il y a toujours un mouvement des mains où elles sont jointes devant le cœur pour le namasté, où elles vont se toucher pour le serrage de main dans un protocole de bonjour. Oui. Tu as un protocole de pratique, toi, pour être bien présente. Tu as des rituels, tu as ton petite routine en tant que masseuse pour pouvoir avoir une qualité de soins. Oui, le massage, ça m'a vraiment aidé à cultiver la présence. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Déjà parce que de par mon histoire, j'étais pas tellement présente à moi-même en fait. Et donc par le massage, ça m'a demandé à travailler ma présence. Comment tu fais ? Je pratique le Qigong. Le Qigong, ça m'a vraiment aidé à travailler cette posture, le plus souvent en groupe. J'aime bien le pratiquer en extérieur pour vraiment être connectée aux éléments. Et dans une séance de Qigong, on commence toujours par les pieds, se connecter aux pieds, à la plante des pieds, à chacun des orteils, en connexion avec la terre. Et on cherche à sentir,
l'énergie qui monte de la terre, puis l'énergie qui descend du ciel, et comment ces deux énergies se rencontrent dans le corps, justement dans notre centre, dans le nombril, dans le ventre. Donc il y a toute une codification de symbolique énergétique qui traverse le corps. Oui. Puisque de ce que je comprends, le Qigong vient aussi du Tao. Oui. Et donc c'est comme si l'univers était en nous. Rien n'est séparé. Oui, tout à fait, oui. Donc en nous, on a les planètes, la cosmologie en fait. Donc en fait, plus tu vas te relier à l'écoute de cette organisation en toi, plus ça va être fluide. Exactement. C'est ça l'idée en fait, oui. de ce que je comprends. Oui. Et toi aujourd'hui, donc tu fais du Qigong pour avoir une posture de masseuse alignée, on va dire, en tout cas pour pas pour être le plus comment dire, en qualité de présence possible, c'est ça? Oui. Et pour entretenir le corps aussi, avoir un corps souple. Tu masses sur table ou au sol? Le plus souvent sur table, mais au sol aussi. J'ai appris à masser au sol. C'est deux pratiques différentes, mais très intéressantes, les deux. Le Qin et Tsang, il y a une gestuelle. Un protocole. Il y a un protocole de gestuelle particulier qui commence peut-être par le côlon ou le nombril ou... Alors comme dans tout apprentissage, on commence par apprendre un protocole. À oublier ce qu'on apprend en fait. On apprend et on oublie ce qu'on apprend. Mais on apprend parce qu'on a besoin de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour que ça s'inscrive dans le corps. Et une fois que c'est inscrit dans le corps, on peut laisser l'intuition faire. Moi, mes clients me renvoient souvent que j'ai un toucher chirurgical. J'appuie là où ça fait mal. Mais parce que je me sens guidée, en fait, par mes mains, je me sens guidée. Quand je masse, je me sens guidée, oui. Et du coup, ça devient un massage intuitif, au-delà du protocole. Mais c'est-à-dire qu'on apprend la technique, et après on peut se libérer de la technique pour créer et être plus libre dans sa façon d'écouter différentes informations à différents niveaux. Oui. Oui, ce qu'on retrouve, moi qui ai appris la couture, j'ai d'abord appris à faire des lignes droites et des courbes et cranter des angles avant de pouvoir créer un vêtement en fermant les yeux. Eh oui, pour moi c'est valable dans tous les domaines. Bien sûr. Donc beaucoup de pratiques. Oui, oui, oui. Comme en naturo, en fait, il y a des gens qui sont mal dans leur corps, qui ont du mal à trouver des réponses avec la médecine allopathique, qui viennent à ces approches différentes pour trouver des solutions, pour soulager le corps, justement. Bah, c'est une exploration, en fait. On se rend compte qu'il y a tout un savoir et ancestral et même de remèdes de grand-mère, j'ai envie de te dire. Soit la soupe d'ortie ou le thym pour la gorge ou des choses comme ça. Il y a quand même des bienfaits, moi, qui m'ont été transmis par les aînés, en fait, qui sont du bon sens, qui reviennent beaucoup aujourd'hui effectivement sur l'alimentation, de ne pas manger trop de trucs que ta grand-mère ne reconnaîtrait pas, par exemple, ou des choses qui sont trop transformées et qui du coup sont dénaturées au niveau nutriments. Parce que je pense aussi que peut-être qu'en massant l'intestin, ça réveille aussi la façon dont les gens digèrent et s'alimentent et comment l'intestin peut être encombré de choses que le corps n'élimine pas peut-être, ou plus, parce qu'il ne reconnaît pas, enfin, j'imagine. Bah en fait, je me rends compte qu'il y a une dimension psycho-énergétique liée aux organes qui aussi fait barrage. C'est-à-dire? Alors il y a certes ce qu'on mange et qui peut être allergique pour nous en fait, des aliments
qu'on mange contre lesquels notre corps lutte en fait. Il n'aime pas. Voilà. Mais il y a aussi notre histoire et peut-être les histoires qu'on a eues avant, cette vie-là, qui impactent le corps. Ah ben, on dit, par exemple, c'est ce livre, Le charme discret de l'intestin, Oui. tu sais, où il y avait une expo, je me souviens, à la Villette, sur ce livre. C'était d'ailleurs étonnant, Oui. tu vois, parce que c'est vraiment un lieu très, 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 très fréquenté. C'est une expo qui a eu beaucoup de succès, donc, où finalement, c'est un livre qui parle de tes crottes quand même, tu vois. Et moi, je me souviens, dans l'expo, il y avait vraiment des formes, et du coup, selon les formes des crottes, tu voyais un peu dans quel état de santé tu étais. Et d'ailleurs, il y avait marqué que quand on disait comment ça va, en fait, ça veut dire comment ça va au pot. C'est-à-dire que c'est comme Louis XVI, où on regardait son caca le matin pour savoir comment il allait. Oui. Et en fait, quand on dit comment ça va, eh ben, ça veut dire comment tu fais caca. Oui. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu déplacé de parler comme ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est du bon sens que de regarder ce qui sort de nos intestins pour savoir dans quel état est notre intestin. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié et qui est vraiment la base. Et qu'en plus, tous les jours, on se dit comment ça va. Donc, quelque part, tous les jours, on se le rappelle. Et on ne le sait pas. Donc, c'est déjà la base, peut-être, de se serrer la main en se touchant le cœur et en ayant cette conscience du cœur et de quel état d'esprit et dans quel état de cœur je dis bonjour à l'autre en lui serrant la main. Et peut-être aussi de quand je lui dis comment ça va, et moi déjà me demander comment vont mes intestins et ma façon de digérer mes émotions et mon alimentation. Et quand tu t'occupes et tu prends soin des intestins des gens, en tout cas du ventre des gens, excuse-moi, je relie ça absolument aux intestins, le ventre. Oui. Peut-être que j'ai tort, parce que je pense que... Mais enfin voilà, pour moi, c'est l'effet que ça fait. Après, je pense que ça traite aussi, comme les intestins sont contre les lombaires, évidemment que ça traite le bas du dos, les reins, le haut de la crête iliaque et du bassin. Donc je pense que ça, il y a tout cet endroit du corps qui est finalement le bassin, qui est vraiment notre ancrage par où on arrive. Oui. Donc c'est quelque chose d'hyper important. J'imagine quand on s'est remis sur nos deux pieds il y a des millions d'années, c'est vraiment le bassin qui a basculé et qui a permis au cerveau tout d'un coup de se développer parce qu'il a pu regarder au-dessus de la steppe et d'avancer dans la vie et de se déployer comme ça. Donc le bassin, effectivement, est porteur et le ventre de mémoire, beaucoup d'histoires, plus les accouchements pour les femmes. Oui, c'est ce que j'allais dire, les femmes particulièrement. Toutes les césariennes qui coupent le corps en deux. En tout cas, qui créent des cicatrices. Voilà, qui créent des cicatrices. Et je vois beaucoup de femmes, justement, qui sont coupées de leur bassin, vraiment. Qui sentent pas leur bassin. Non. Et qui, physiquement, ont aménagé des bouées de protection. Des carapaces, voilà, pour ne pas accéder à ces zones. Oui, ce qu'on appelle les coussins d'amour, pour faire élégant. Tout à fait. Les bouées. C'est vrai qu'en prenant de l'âge, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui prennent du ventre. Et peut-être c'est lié avec cette histoire de se couper énergétiquement de cet endroit qui est malmené. Que ce soit par des avortements ou des césariennes ou des moments où le corps a été envahi par, ou pas envahi, mais comment dirais-je, malmené ou... Oui, donc on se coupe de quelque chose qui a été violenté peut-être. Puis il y a les organes sexuels, pas loin. Oui, et alors là aussi, il y a un gros sujet. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de je sais pas. Parce que déjà on dit massage. Alors là on parle organes sexuels. Donc c'est vrai qu'il y a une frontière. Où est-ce qu'on met la frontière? Et encore des hommes, parce que la plupart du temps ce sont des hommes qui associent le massage à
des pratiques sexuelles. Bah, c'est-à-dire qu'on touche la sensorialité, on touche la peau, donc Oui. on touche quelque chose d'une sensibilité au monde. Donc c'est vrai que... Et la nudité, Mm. qui peut être quelque chose de très intime, en fait. Ouais. Comment tu fais pour mettre un cadre clair dans la pratique du massage Alors déjà, c'est une posture intérieure. Faut que le cadre soit clair pour moi. Si moi-même, je suis pas au clair avec ça, c'est là que c'est la porte ouverte. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que en tous les cas, quand il y a un problème, c'est qu'il faut revoir le cadre intérieur. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est comme poser les règles dans une salle d'attente quand les gens Tout à fait. mettent leur portable ou parlent trop fort. Oui, c'est repositionner les règles en fait. Donc ces règles intérieures déjà, se positionner dans une posture. L'important c'est d'être au clair avec soi. Tout nous ramène. L'intention, la force de l'intention, tout nous ramène à ça en fait. Hein. Complètement. Et c'est pour ça, quand il nous arrive des noises, on perd jamais, on apprend à faire le clair. Tout à fait, oui. Avec son caca. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, donc tu pratiques, tu as un cabinet, tu as un lieu? Oui, je pratique dans un cabinet qui est à côté du parc Monceau, à Paris 8. Donc c'est plutôt sympa parce que soit avant ou après le rendez-vous, mes clients peuvent aller prendre l'air au parc Monceau, qui est plutôt un parc sympa. Il y a des très beaux arbres au parc Monceau. Ouais, exactement. Donc oui, je reçois. Et tu les invites à aller marcher aussi, avant et après, peut-être, pour prendre... Je les invite à prendre un temps pour revenir à eux, avant de re-rentrer dans le métro ou de reprendre le bus, d'affronter la ville. Tout à fait, affronter la vie. T'as des projets? Je rêve d'avoir une maison thérapeutique. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Après le Covid, il y a eu une grosse vague Les gens se sont ouverts à tout ce qui est de soins de bien-être, soins à domicile, etc. Donc le massage, ça a explosé. Et puis là, on est plutôt dans une phase de crise, d'inflation. Les gens sont un peu serrés la ceinture, là. Qu'est-ce qui te manque dans le métier que tu pratiques aujourd'hui? Une ouverture sur le monde. Parce que je pratique en one-to-one, parce que je pratique en cabinet. Oui, je sens que j'ai besoin d'une ouverture sur le monde, ouais. Bien que cette année, je vais monter sur scène devant 200 personnes. Sacré défi pour cette année. Mais j'ai envie que ce soit... oui, donc plus d'interaction avec le monde, en fait. Oui, c'est ça. Donc, moins être dans ta grotte en one-to-one. Oui. Ok, donc plus t'ouvrir au monde, plus aller oui, ça dans c'est le monde. l'objectif de cette année. Et d'aller travailler dans une ONG dans un pays étranger, par exemple? Non. Non, parce que tu as le soin parce et que le je suis monde. trop sensible à la misère humaine. Mais c'est pas obligatoirement de la misère. Tu peux être de nettoyer des coraux. Oui, oui, pour moi, c'est... Ouais, oui, voilà, c'est... En tout cas, il y a de la nature. Aller découvrir tout ça, voilà. Ouais. Le voyage sensoriel, il est aussi juste de se mettre en mouvement. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a les histoires de financement, mais c'est une histoire d'attache après. Parce que finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de pays où les gens vivent avec rien et que nous, on est hyper riches en fait. Oui. Donc, et puis de ce qu'aujourd'hui, que c'est quelque part plus serein de dire ok, maintenant on fait quoi, et de se donner la liberté peut-être d'aller explorer Tu te souviens, elle, cette petite fille, ce qu'elle voulait faire quand elle était petite?
Moi, j'aimais bien jouer à la marchande ou à la maîtresse d'école, justement. Oui. Oui, donc de transmettre ou d'être en Ouais. interaction, d'avoir finalement, d'avoir peut-être, ouais, c'est ça, d'être en relation avec les autres en proposant quelque chose, quoi. Ce que tu fais, finalement. Oui, oui, puis transmettre, ouais, je crois que c'est... Et d'approfondir, dans la médecine chinoise, il y a plein de choses, en fait. C'est très vaste, oui, très la vaste. médecine chinoise. Oui. Toutes les médecines m'intéressent, en fait. Le soin. Oui, oui. Tu as exploré d'autres médecines? Avec la naturopathie, tu as exploré d'autres pratiques, d'autres médecines? Non, pas particulièrement. C'est vrai que le Tao est venu à moi, je me sentais particulièrement à l'aise avec cette médecine-là. Oui. Il y a d'autres choses ou d'autres techniques comme ça que tu as rencontrées et qui t'ont permis d'apprivoiser ta sensibilité? La Gestalt thérapie, le yoga. Et en fait, dans le yoga, le hatha yoga, je me sentais dans la compétition, le besoin de faire bien les poses, le besoin de... J'étais pas tellement à l'écoute de mon corps, de qu'est-ce qui se passe quand je fais tel mouvement dans mon corps. Et si je fais ce mouvement plutôt dans l'autre sens, est-ce que c'est pas plus pratique pour moi? Est-ce que c'est pas plus bienveillant pour mon corps? Et donc un yoga plus yin, plus à l'écoute, c'était plus intense pour moi et plus reposant et plus nourrissant. Chose que j'ai retrouvée dans le Qigong. Cette écoute du mouvement, cette écoute oui, de la vie qui traverse ce corps quand je fais, juste quand je marche, quand je pose un pied par terre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quand je bouge le bras comme ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ça résonne dans ma jambe, dans mon bassin, ailleurs? Oui, d'habiter une maison sans trop de toile d'araignée. Exactement. Donc tu te sens beaucoup mieux dans ton corps aujourd'hui? Oui. Tu sens la différence selon les âges que tu as traversés? Oui. Oui, 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 oui. Oui, très jeune, j'avais tout le temps mal au ventre. J'ai eu une période d'anorexie où manger m'intéressait pas du tout, quoi. Et puis après, j'ai eu une période d'orthorexie où je contrôlais tout, où il n'y avait qu'une façon de manger qui était bonne pour la santé. Puis là, j'ai un peu lâché tout ça, quoi. Tu as trouvé un équilibre? Oui, voilà, ouais. En tout cas, ça t'a pris des années d'exploration. Oui. Oui, oui. Et aujourd'hui, tu as bien fait le tour du propriétaire et de cette sensorialité, on va dire. Elle te permet quoi aujourd'hui, ta sensorialité? Oui. Le mot qui me vient, c'est souplesse. Ouais. Flexibilité. Oui, voilà. Ça te donne une facilité presque à vivre. Une existence qui a pu être compliquée à un moment donné par cette sensibilité. Oui. Qui, par le fait de l'avoir apprivoisée par tout un chemin d'exploration, fait qu'aujourd'hui, cette sensibilité est un plaisir. Oui, voilà, c'est plus un handicap, oui. Tout à fait. Elle est aussi de se sentir nourrie. Oui. Et pas en manque. Exactement. Dans le monde. Oui.
d'arriver en distributeur et en contributeur Oui. plutôt qu'en preneur et Voilà, consommateur. c'est ça. Exactement, oui. Être prosommateur, produire ce dont on a besoin, ce qu'on consomme. Oui, c'est ça, ouais. C'est de l'écologie et c'est de l'équitable. Ouais. C'est une forme de... Oui, d'autant plus que la santé est un sacré sujet. La santé mentale est le sujet de l'année et la santé physique, on n'a jamais eu autant de moyens pour soulager et on n'a jamais eu autant Alors peut-être qu'il y a plus, on les détecte plus qu'avant, les maladies, parce qu'on a plus de moyens pour les détecter aussi. Du coup, les gens peuvent être maintenus en vie plus longtemps qu'avant, donc on a l'impression peut-être qu'il y a plus de malades qu'avant. Oui. En tout cas, les chiffres sont là. Mais peut-être qu'on les détecte mieux, plus. En tous les cas, avec tous les moyens qu'on a, on a toujours autant de gens en mal-être et qui sont malades physiquement. Donc effectivement, il y a des questions à se poser sur qu'est-ce qui fait on a du mal à se maintenir en bonne santé et comment faire pour avoir une certaine autonomie et prendre conscience de ce cheminement pour créer les conditions favorables, en tout cas, d'une santé autonome. Avec tout le savoir que tu as et toute la connaissance que tu as accumulée pendant toutes ces années, en parallèle, ou même faire des ateliers pour apprendre aux gens à se masser le ventre. Tout à fait. Ça, c'est... Il y a peut-être même quelque chose à créer d'un art d'écouter son nombril. Oui, tout à fait. Non, mais sans déconner, moi je trouve ça assez... revenir à la base, quoi. Ouais. Tu viens de... La première séparation, c'est on te coupe le cordon ombilical et ça te crée un nombril. Oui. Et après, tu te fais traiter de nombriliste si tu l'écoutes trop. Ouais. Et en même temps, on te dit, occupe-toi de toi, recentre-toi. Il y a un truc avec cette histoire de nombril. Donc, c'est vrai que de partir du nombril... Et de faire un atelier autour du nombril ou un livre autour du nombril, je ne sais pas si ça a été fait, mais je trouve qu'il y a quand même... on est sur un bon sujet, quoi. Tu vois. Oui. Ouais, Attends, au lieu de lire dans le marc de café, on va lire dans le nombril. Dans le nombril. Moi, je lis les lignes du nombril. Ouais. C'est un truc à faire, ouais. Je pense on tient un truc. On va rester là-dessus. Merci beaucoup en tout cas Laetitia d'avoir partagé tout ton savoir et toute ta pratique avec Sensoscopie. Merci Emmanuel. Écouter son nombril sans être nombriliste. En voilà un programme de campagne digne de ce nom. En explorant la sensorialité et les mémoires corporelles avec Laetitia Larue, nous avons compris combien notre bien-être est intimement lié à notre histoire sensorielle et émotionnelle. Se réconcilier avec soi, c'est aussi apprendre à écouter son corps et ses émotions avec bienveillance. En prenant soin de notre monde intérieur, nous créons un espace de douceur et d'apaisement qui rayonne bien au-delà de nous-mêmes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire connaître et à poursuivre vos recherches au quotidien. Vous retrouverez Laetitia Larue sur les réseaux et à son cabinet pour expérimenter. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, le 20 avril pour un nouveau voyage sensoriel où nous interrogerons cette fois-ci l'importance de connaître ses origines, ou pas. Encore une histoire de perception, avec un sensoscopie assez exceptionnel sur un sujet de niche trop souvent minimisé. D'ici là, sentez-vous bien et restez sensible au monde et à vous-même.